si un en avant, c'est ça plein avant, point. Sud Radio, la radio du rugby. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon truc, non, c'est rien ici. En fait, je vais retirer de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. Et forcément, on va parler de l'accession au top 14. Accéder et pérenniser son club en top 14, est-ce une mission quasi impossible? Avant de donner la parole évidemment à celui qui prépare cette chronique, Philippe Spanghero, juste un tout petit point chiffre avec toi, Clément. Depuis la réforme du système d'accession, quels furent les parcours des clubs qui sont montés en top 14? Est-ce qu'il y a une réelle difficulté pour les clubs qui viennent de Pro D2? Oui, clairement, on va le rappeler puisqu'il y a eu un nouveau format de qualification et d'accession au top 14 depuis la saison 2017-2018 avec un premier de la phase régulière qui n'est pas directement qualifié. Depuis cette saison-là, seul Bayonne, finalement, au terme de la saison 2021-2022, qui était monté directement en top 14 en battant Mont-de-Marsan de mémoire à Montpellier, avait fait une excellente saison en terminant 8e avec 58 points sur l'exercice suivant en top 14. Mais au-delà de ça, il y a eu Perpignan, il y a eu Grenoble, il y a eu Brive, il y a eu Biarritz. Tous ces clubs-là sont montés de Pro D2 au top 14 et tous ces clubs-là ont fini soit 13e, soit 14e. Et hormis Perpignan qui a gagné 2 access matchs de suite en terminant 13e du top 14, tous les autres clubs sont descendus en Pro D2. Alors Philippe Spanghero, on voit très clairement que c'est très difficile de monter désormais en top 14 et quand je parle de pérenniser pour le deuxième volet de la chronique, pérenniser ça va bien au-delà de juste rester 1 ou 2 ans. Mais qu'est-ce que le cas de Bayonne indique, Philippe? Le cas de Bayonne, il est très intéressant et il recoupe ce qu'on va dire après, c'est-à-dire quelles sont les structures au sens large qui permettent à des clubs vraiment de passer cette année de transition de la Pro D2 au top 14. C'est vrai que Bayonne avait fait le yo-yo régulièrement, était quand même habitué au top 14 et Bayonne était déjà rentré dans un projet assez global avec un actionnariat assez diffus, pas un propriétaire mécène mais un tour de table d'entrepreneurs très réputés et puis aux reins solides financièrement, qui ont été capables d'assumer un projet moyen-long terme avec en fil rouge un projet infrastructure, parce que on l'a dit, mais si on revient au budget, pour revenir à une chronique des dernières semaines, même si le sport est là pour faire mentir les chiffres et Brive en Pro D2 nous l'a montré cette année, c'est pas forcément le plus riche qui réussit, mais malgré tout, quand on regarde l'analyse de Clément, on se rend compte que c'est assez simple. En dessous d'un budget structuré à 20 millions d'euros, à monter en top 14, c'est très compliqué de jouer un maintien. Donc Bayonne s'était fixé ça en objectif. À l'époque, les montants étaient un peu moins importants, mais était parti sur un projet global pour sécuriser un budget comme ça, avec bien sûr des recettes de partenariat, mais un projet beaucoup plus global de club et d'infrastructure. Et donc c'est ce qui leur avait permis aussi d'assainir un peu les finances, de développer les sources de revenus et de se projeter. Donc on peut comprendre que sportivement cette réforme d'ailleurs elle a fait plutôt sens parce que on a un peu élevé aussi l'exigence sportive pour monter en top 14, mais sur le plan de la prévision des budgets comme tu le dis et des recrutements, du temps pour recruter, ce nouveau système ne laisse que très peu de marge. Le disait d'ailleurs Martin Michel, dont je le disais tout à l'heure, le directeur général de Vannes qui nous exprimait que c'était extrêmement difficile même pour un club comme Vannes qui avait quand même plutôt préparé sa montée, avait quand même lancé quelques pistes de recrutement, a agrandi son stade. Même Vannes a été trop court. Du coup, une question simple, Philippe, est-ce que ce système est injuste pour la Pro D2, pour les clubs de Pro D2? Honnêtement, si on sort de l'histoire du rugby, de notre culture des phases finales, il est assez injuste en réalité. Parce que, en effet, les chiffres sont têtus et il y a trop peu de clubs qui arrivent à s'en sortir. Et en plus, il y avait la formule de l'Access Match qui pour moi est une bonne formule,
ramenait un peu d'incertitude sur cette fin de saison, puisque sur les premières années de la formule de l'Access Match, c'est les clubs de Pro D2 qui avaient battu les clubs de Top 14. Mais là, ça s'est quand même inversé ces dernières saisons. Et de façon, on sent quand même un écart qui s'est creusé par rapport aux dernières saisons. Donc, il y a un peu moins cette incertitude de l'Access Match ces dernières saisons du moins. Et donc, du coup, on sait que, grosso modo, il y a un condamné. Et si on part de ce postulat-là, en effet, ça laisse peu de marge à l'erreur. Et ça permet pas non plus de développer sur le territoire, de se laisser les moyens de développer sur le territoire de nouveaux territoires, justement des nouvelles zones comme Vannes par exemple, qui pourraient venir homogénéiser un peu le rugby du top 14 en France. Alors, avec toutes ces contraintes, est-ce qu'on peut mieux préparer sa montée? Est-ce que tout est dans l'anticipation? Est-ce qu'on peut vraiment anticiper une montée, puisqu'il y a quand même une phase finale qui est incertaine? Brive, encore Par une exemple, fois, nous Brive le montre. semblait armé pour monter. Brive était le club calibré pour monter par rapport à ses infrastructures, par rapport à son équipe sur le papier et par rapport surtout au potentiel du club et de ses propriétaires de sécuriser un budget qui leur permettait d'espérer se maintenir en top 14. Mais il y a l'aléa sportif et c'est ce qu'on aime aussi. Et donc ça, c'est quand même important de le garder. Ça fait mentir les chiffres régulièrement et c'est ce qu'on aime. Mais malgré tout, c'est vrai que Vannes, c'est un exemple très particulier parce que on regarde ce stade plein tout le temps. Un travail commercial énorme parce qu'en montant en top 14, ils ont élargi leur zone de chalandise. Ils avaient 600 entreprises partenaires dans un rayon de plus de 100-150 km autour de Vannes, ce qui est énorme parce que d'habitude, les autres clubs principaux de top 14 rayonnent sur des territoires beaucoup plus courts en termes de zone géographique. Et donc, Vannes était clairement calibré pour se maintenir en top 14. Alors, on peut refaire l'histoire, ça se joue finalement à pas grand-chose. Mais in fine, quand on regarde le nombre de points, ces dernières saisons, toutes les équipes qui sont descendues, ça s'est joué quasiment à 1 ou 2 points près avec ce qu'a fait Vannes cette année. Donc on sait aujourd'hui, pour se maintenir, si on se fie aux dernières saisons, qu'en dessous de 40 points, on ne peut pas trop exister. Ouais, ça c'est vrai que c'est quand même assez intéressant. Cette mission, on la sent quand même quasi impossible de monter, de pérenniser son club en top 14. Est-ce que c'est possible? On va faire un cas pratique, Philippe. Si toi tu es patron d'un club de rugby de Pro D2 qui est très ambitieux, qui veut monter en top 14 et se pérenniser, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour mettre toutes les chances de ton côté, tout en gardant évidemment, comme tu le disais fort justement, l'incertitude sportive de la phase finale de Pro D2? Comment on peut mettre toutes les chances de son côté en termes de structure, de finances et de recrutement? Honnêtement, je vais dire quelque chose d'assez basique, mais il faut être prêt à perdre beaucoup d'argent sur 2 saisons. C'est-à-dire, c'est là où je veux en venir. C'est-à-dire qu'il faut envoyer l'argent. L'économie de Pro D2 aujourd'hui, elle te permet pas de sécuriser un budget de plus de 15 millions d'euros. Parce que c'est très dur de faire 15 000 personnes de moyenne par match, d'avoir 7-8 millions de budget sponsoring. Donc, c'est très compliqué. Donc, il faut accepter d'avoir une équipe déjà calibrée pour le top 14, des infrastructures qui sont capables d'accueillir l'économie du top 14, mais encore une fois, si on veut avoir une masse salariale quasiment de top 14, l'économie ne le permet pas. Donc il faut être capable de perdre quelques millions, et puis ensuite, sur l'année de la montée, il faut être capable d'en reperdre quelques-uns. Parce que la problématique de cette montée et du délai surtout de réactivité pour les clubs qui montent, il est double. C'est-à-dire que vous avez un problème de recrutement si votre équipe elle n'est pas déjà calibrée pour le top 14 et qu'il faut aller chercher des joueurs très tard sur le marché. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est sur les recettes. Parce que la source principale de revenus, c'est le budget sponsoring. Et comme je le disais la dernière fois dans une autre chronique, le budget sponsoring, il est compliqué à travailler. Parce que le vrai gap, vous allez le faire avec une multitude de petits partenaires, mais avec des gros partenaires. Ceux qui ont le plus de visibilité, les partenaires majeurs qui sont sur votre tenue, sur les maillots, sur le short, qui ont la plus grosse visibilité. Mais à ces gens-là, vous allez les voir en juin, quand vous savez que vous montez, et vous leur dites, écoutez, on va monter en top 14, donc vous payez 250 000 euros pour le maillot jusqu'à maintenant, mais avec la visibilité de Canal pour le top 14, l'exposition, etc., en fait, le bon prix, c'est 500. Mais les gens, ils vous disent, mais jamais de la vie, on me paie 500.
parce que en fait, aucune entreprise peut budgétiser comme ça en 2 mois des montants pareils. Donc, vous êtes obligé de vous plier aussi aux réalités économiques de vos partenaires majeurs. Et donc, cette année-là, vous tirez pas tout le potentiel de l'exposition médiatique de la montée en top 14. Donc, vous avez le double effet qui se coule. Vous avez la problématique de recrutement et vous avez la problématique des revenus que vous n'êtes pas capable d'exploiter à leur juste valeur. Est-ce que justement, du coup, quand on est devant cette problématique qui est quasi insoluble, hein, comme tu le dis fort justement, Philippe, est-ce qu'on va pas réduire à terme la motivation des clubs qui étaient ambitieux de Pro D2 ? Honnêtement, je ne crois pas. Parce que, encore une fois, je le disais la dernière fois, mais l'économie du rugby, elle est extrêmement fragile et elle est liée à la surperformance sportive. Je ne vais même pas dire la performance, à la surperformance. Et donc, on s'en rend compte. On voit Béziers, par exemple, la saison dernière. Cette saison, ils ont été un peu moins performants. Mais la saison dernière, ils font une bonne année financière parce que sur la fin, ils retrouvent l'engouement populaire et qu'ils font stade plein pour leur dernier match de phase finale, plusieurs fois, et des recettes de billetterie exceptionnelles. Et donc, quelque part, si vous ne montrez pas aux gens de votre territoire que vous êtes très ambitieux et que vous embarquez pas les gens comme Montauban. Montauban, cette saison, c'est 42% d'affluence moyenne au stade de plus que la saison dernière. Donc vous voyez bien que votre économie, elle est conditionnée directement à la performance sportive. Et si vous voulez fédérer le territoire, que ce soit le grand public au stade et les entreprises aussi, vous êtes obligé d'être très ambitieux et de viser la montée tous les ans et des phases finales. Parce que sinon, là, pour le coup, il n'y a plus aucune économie. Ça, c'est super intéressant. Alors, est-ce qu'il faudrait changer la formule prochainement pour retrouver un équilibre, ou est-ce que tu penses qu'il faudrait la maintenir ? Le gros problème, c'est que là, on rentre dans un débat très philosophique et très propre au rugby et à notre ADN. C'est cet enjeu des phases finales. Parce que, en effet, je ne sais plus quelle saison, mais Oyonnax avait fini premier du championnat. L'avaient su très tôt dans la saison. Ils avaient dépassé les 100 points de mémoire il y a quelques années, très tôt dans la saison. Ils étaient assez sûrs de monter assez tôt et ils ont eu la latitude pour le recrutement, pour travailler intelligemment et pour se maintenir en top 14. Et donc, c'était intéressant. Bien sûr que c'est intéressant pour les clubs qui font une très bonne saison régulière et que ça enlève aussi une part d'injustice sportive. Mais ce n'est pas la culture du rugby. Et c'est vrai que cette formule, elle n'a pas été appréciée. Messieurs, je me permets d'ajouter là-dessus. Très rapidement. Il y a eu quand même ces dernières saisons, au cours des 10-15 dernières années, je pense à Lyon qui par 2 fois a écrasé la Pro D2 dans une formule où le premier montait directement en top 14. Il faisait l'ascenseur immédiatement parce qu'il n'arrivait pas à passer le cap non plus, sportivement. Oui, non, mais par exemple, si on prend par exemple La Rochelle. La Rochelle n'est pas montée directement, mais a gagné une finale, donc de phase finale, donc avec de l'incertitude. Mais La Rochelle avait un projet de 3 ans de préparation à une montée en top 14. Et La Rochelle s'est maintenue assez confortablement la saison suivante, en 2014-2015, si je suis pas fou, en 2015-2016, quelque chose comme ça. Et ça s'est passé ainsi. En fait, le gros problème, c'est que honnêtement, la densité de notre top 14 s'est tellement resserrée, c'est tellement accentué. Ce qui était vrai il y a 10 ans, ça l'est plus aujourd'hui. Déjà, quand tu regardes ce qui s'est passé il y a 10 ans, n'est plus du tout la réalité d'aujourd'hui. Quand tu regardes le nombre de points qu'il fallait pour se maintenir il y a 10 ans, il y a 3 ou 4 saisons, Biarritz était descendu avec 24 points. Agen l'année d'avant était descendu avec 2 points, c'était du jamais vu. Mais donc voilà, ça c'est des équipes qui avaient décroché et on revenait souvent sur le débat de l'intérêt d'un top 14 finalement. On en a parlé régulièrement de savoir s'il fallait pas resserrer l'élite du rugby français. Mais quand vous vivez une saison comme celle qu'on vit aujourd'hui, c'est trop injuste. C'est impossible de remettre ce débat sur la table. Parce que même Vannes qui descend ne méritait pas de descendre. Et ouais. Et après, on revient carrément à une phrase, on va dire philosophique. Hein. Est-ce que le mérite existe dans le sport de haut niveau ? Ça, c'est toujours une grande question dont on n'a pas encore fini d'avoir les réponses. On posera la question à Daniel. Tu la poses à Daniel et tu prends 1 heure. Reste avec nous, Philippe. Dans un instant, on va aller du côté de Toulon, puis on va aller aussi surtout du côté de Bayonne retrouver François Trio et Arnaud Ray, parce que vous allez voir le ciel menace sur la côte basque. À tout de suite.